Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Ouais, tranquille. Tu as fait quoi le week-end? J'ai énormément regardé de films. J'ai terminé la série Continental. Qui est inspiré de l'univers de John Wick. C'est intéressant, c'est bien. Et puis aussi, j'ai entamé une autre mini-série sur Netflix, Bodies. Oui, à travers un crime, à travers le temps. Voilà. Ça aussi, j'ai entamé ça. C'est pas trop mal. Sinon, la plupart du temps, j'étais chez moi, en mode repos. D'accord, ok. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? Nous amène à New York, où toute la semaine dernière, il y a eu une intense activité diplomatique au niveau du siège des Nations Unies. Et donc, il faut savoir que la semaine dernière, c'est la situation au Proche-Orient qui préoccupe notamment la communauté internationale. Et étant donné la gravité des actes qui sont posés là-bas depuis le 7 octobre, il ne faut pas l'oublier que le 7 octobre, il y a eu une attaque massive de la part d'un groupe politique palestinien qui s'appelle le Hamas, des attaques d'une extrême violence qui sont qualifiées d'attaques terroristes par les Israéliens et leurs alliés occidentaux, américains et européens en tête. Et donc cette attaque du Hamas contre des civils essentiellement, majoritairement des civils israéliens, a fait plus de 1400 morts et un peu plus de 2000 blessés. Et donc dans la foulée, Israël a répliqué de manière tout aussi violente, voire même plus violente, puisque dès le lendemain, le 8 octobre, il y avait un assaut massif de la part de l'armée Tsahal, l'armée israélienne, sur la bande de Gaza. Et donc aujourd'hui, après 2 semaines de pilonnage intense, parce qu'il faut savoir que Gaza fait l'objet d'un bombardement quotidien de la part de l'armée israélienne, plus de 200 à 300 bombardements chaque jour. Et donc ce bombardement-là, évidemment, cible principalement le nord de la bande de Gaza, parce qu'ils estiment que c'est dans le nord de la bande de Gaza que se trouve l'essentiel, si tu veux, l'essentiel des bases opérationnelles du Hamas. Et il faut aussi bien reconnaître que c'est de là-bas, c'est du nord de la bande de Gaza que sont parties toutes les attaques vers les civils israéliens du 7 octobre dernier. Donc, à la suite de ce pilonnage-là quotidien, il y a malheureusement des pertes civiles qui sont importantes. Selon le ministère de la Santé du Hamas, qui fait un des comptes macabres quotidiens du nombre de civils et du nombre de personnes tuées, il faut savoir qu'aujourd'hui, on en est à près de 8000. Et Israël... 8000 morts. 8000 morts du côté des Palestiniens dans la bande de Gaza. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas quand va terminer cette opération de destruction totale du Hamas, selon les propos employés par les autorités israéliennes. D'autant plus qu'il est difficile de savoir comment est-ce que cela va se faire, puisque le Hamas étant une organisation non conventionnelle, je vais dire une organisation qui a sa branche armée, donc qui est considérée comme un groupe terroriste, notamment par les Occidentaux. C'est un groupe qui, au fil des années, il ne faut pas aussi l'oublier, depuis 2007, le Hamas la bande de Gaza est sous blocus, donc régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a un mur qui entoure totalement la bande de Gaza. Et donc depuis 2007, si tu veux, le Hamas a appris à vivre dans ce blocus-là et à s'organiser en tant que force militaire dans ces conditions extrêmement difficiles. C'est ce qui explique qu'on sait qu'il y a des dizaines, voire des centaines de tunnels sous la bande de Gaza, et c'est sous terre que l'essentiel, si tu veux, des activités militaires du Hamas se font. Il faut savoir qu'on a des tunnels qui vont qui circulent tout au long de la bande de Gaza en dessous, et qui vont même jusqu'en Égypte et voire en Israël. Et donc, attaquer comme les Israéliens le font laisse sceptique un certain nombre d'observateurs militaires, parce qu'ils estiment que déjà, lorsqu'ils frappent sur la bande de Gaza, les obus ou les missiles qu'ils envoient tuent de manière indiscriminée, que ce soit les gens du Hamas potentiels ou bien des victimes civiles. Et donc, tout ça fait que chaque jour,
il y a ce que les alliés considèrent plutôt comme des dommages collatéraux, c'est-à-dire ces civils-là, alors que d'un autre côté, notamment des pays arabes, estiment que c'est un véritable massacre que perpétue l'État d'Israël dans la bande de Gaza actuellement. Et donc, à cause de cela, lorsqu'il y a évidemment un conflit d'une telle intensité avec un tel nombre de victimes, si tu veux, la diplomatie est obligée de s'activer. Et quel est le haut lieu de la diplomatie internationale? C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, la semaine dernière, on a assisté, il y a eu une convocation d'urgence d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale, c'est la 10e de son histoire, et en même temps aussi, il y a eu une convocation du Conseil de sécurité. La première convocation avait été faite, pour ce qui concerne le Conseil de sécurité, par la Russie, qui avait déposé une résolution demandant un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas, surtout un cessez-le-feu du côté d'Israël. Malheureusement, cette résolution va être bloquée par le veto américain et le veto des Européens. Le lendemain, ça c'était le 20 octobre, le lendemain, le 21 octobre, le Brésil va déposer un autre projet de résolution demandant toujours une trêve, cette fois-ci humanitaire, pour permettre l'acheminement de l'aide vers Gaza. Cette résolution sera aussi bloquée par le veto américain. Puis on verra le 25 octobre, cette fois-ci, ce sont les Américains qui vont déposer, eux, un projet de résolution reconnaissant le droit d'Israël à se défendre contre une attaque terroriste. Cette résolution, ce projet de résolution va être bloqué par le veto russe et chinois. Et par la suite, on va avoir une deuxième résolution, un deuxième projet de résolution russe rappelant encore une fois de plus à une trêve humanitaire pour permettre l'acheminement de l'aide vers Gaza. Cette aide-là, cette résolution sera une fois de plus bloquée par le veto américain. Donc on a un véritable blocage au sein du Conseil de sécurité. Ce qui est sûr, c'est que du côté du Conseil de sécurité, on ne pourra pas sortir, on ne pourra pas trouver de solution à cette situation, alors que le Conseil de sécurité est censé être l'organe par lequel des décisions, surtout en matière de sécurité globale, doivent être prises. Et en l'occurrence, en ce qui concerne la situation au Proche-Orient, c'est le Conseil de sécurité qui est le seul organe qui a la capacité de pouvoir mettre un terme à ce conflit-là. Malheureusement, dans l'organisation, lorsque l'on regarde le règlement intérieur des Nations Unies, on voit aussi que la question du droit de veto qui est accordé aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ça constitue aussi un obstacle parfois à la recherche de résolution, ce qui fait que avec ce droit de veto-là, en réalité, toutes les décisions diplomatiques sont purement et simplement mises de côté, parce que, quelle que soit la solution, il faut à la fois, pour qu'un projet de résolution puisse passer au sein du Conseil de sécurité, au moins qu'il n'ait pas un obstacle de la part d'un membre du Conseil, d'un membre permanent. Or, en l'occurrence, lorsque l'on voit cette espèce de bipolarité qui est de plus en plus visible au sein des membres permanents, on a d'un côté les États-Unis, l'Angleterre et la France, qui constituent ce qu'eux ils appellent le bloc des démocraties, alors que de l'autre côté, on a la Russie et la Chine, qui sont considérés notamment par les Occidentaux comme étant une espèce de bloc des dictatures. Et donc, ce n'est pas tant une fissure idéologique comme à l'époque de la guerre froide, mais c'est plutôt une posture sur deux visions différentes de la manière dont les relations internationales devraient être faites. Et surtout, ces deux blocs géopolitiques qui sont structurellement différents. Et c'est ce qui fait qu'avec la multiplication des pôles d'instabilité, et si ces pôles d'instabilité-là font intervenir à chaque fois l'un des acteurs de ces deux blocs-là, on va aboutir forcément à une impasse. Alors reste l'autre option, c'est-à-dire le vote à l'Assemblée générale. Le vote à l'Assemblée générale n'a pas un aspect contraignant, mais c'est un aspect diplomatique et politique quand même assez important, puisqu'il permet de voir si un pays ou si un groupe de pays sont, d'un point de vue diplomatique et politique, isolés. On l'a vu dès le lendemain de l'invasion russe en Ukraine. On avait vu une convocation de l'Assemblée générale des Nations Unies qui avait pour plus de la moitié soit abstenu, soit condamné l'invasion. L'autre
l'autre moitié n'avait absolument pas condamné la Russie dans son projet. Et donc, cette fois-ci, il y a encore eu une assemblée générale extraordinaire. Et au cours de cette assemblée générale extraordinaire, sur les 193 pays membres des Nations Unies, il y avait 169 pays qui étaient présents. Et ces 169 pays, sur les 169 pays, il faut savoir qu'il y a 140 pays qui ont voté en faveur d'un cessez-le-feu et d'un arrêt des hostilités et pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Donc ça veut dire que sur 193 pays, plus de la moitié des pays de la planète sont contre, si tu veux, l'opération menée par les Israéliens, même si évidemment ces pays-là reconnaissent à Israël le droit de pouvoir se défendre en cas d'attaque. Mais ils considèrent qu'au regard du nombre de morts du côté des Palestiniens et si tu veux, de l'usage du degré de l'intensité de la force employée par les Israéliens, que celle-ci était donc disproportionnée, surtout qu'elle faisait beaucoup plus de victimes civiles qui, de leur point de vue, n'avaient absolument rien à voir avec les agissements du Hamas. Or, agir comme Israël le fait, c'est comme si Israël considérait que l'ensemble de la population de la bande de Gaza était membre du Hamas. Or, ce n'est absolument pas le cas. Le Hamas, ce n'est qu'une proportion, peut-être même relativement faible, enfin pas faible, disons minoritaire au sein de la population palestinienne de Gaza. Mais étant donné qu'il est difficile de pouvoir distinctement les reconnaître, Israël, on a l'impression, c'est du moins la perception que les pays arabes et les pays en soutien de la Palestine ont, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'Israël frappe de manière totalement indiscriminée, avec pour conséquence un grand nombre de morts parmi les civils. Et donc, même si, comme je l'ai dit, ce vote-là n'a pas une résolution, n'a pas un effet contraignant, mais il montre une fois de plus combien de fois, si tu veux, la multipolarité au sein du système des Nations Unies est en train de s'installer et surtout l'incapacité aujourd'hui de l'ONU à résoudre les conflits majeurs qui menacent la planète. Ça fait 1 an et demi qu'il y a un conflit au cœur de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine et malheureusement, le Conseil de sécurité est incapable de trouver une solution de sortie à cette crise parce que d'un côté, on a les Américains et les Européens qui soutiennent sans limite l'Ukraine dans sa volonté de préserver ses frontières. Et de l'autre côté, on a la Russie qui est un membre permanent du Conseil de sécurité, qui dispose donc d'un droit de veto et qui est également une puissance nucléaire, qui est l'une des plus grandes armées du monde, qui estime qu'elle est dans son droit, au nom de sa sécurité, d'empêcher, si tu veux, un élargissement ou un rapprochement trop fort de ce qu'elle considère une menace pour elle, à savoir l'OTAN, près de ses frontières terrestres. Donc, ce conflit majeur-là ne trouvera pas son issue au sein des Nations Unies. Et donc, d'un autre côté, on a aussi le conflit au Proche-Orient qui, au regard des 4 résolutions qui ont été déposées la semaine dernière et dont aucune n'a pu être votée, du fait du veto d'un des membres permanents, ça montre que dans sa configuration maintenant actuelle, l'ONU n'est plus en capacité de pouvoir résoudre les conflits ou de pouvoir même les prévenir. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que des conflits au Proche-Orient et en Ukraine. On a un conflit majeur aussi sur le continent africain, à savoir celui du Soudan. On a bien entendu d'autres pôles d'instabilité aussi à travers la planète. La Syrie ne s'est pas totalement pacifiée. On a aussi encore des petites poches d'instabilité en Asie, notamment à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Et donc dans d'autres espaces comme ça, on l'a vu aussi au Soudan du Sud, tout n'est pas totalement réglé. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on le voit, plus le Conseil de sécurité, plus les Nations Unies seront bloquées, plus les pôles d'instabilité qu'il y aura dans la planète vont se dégrader. Et donc, on va voir, malheureusement, si rien n'est fait, on va assister à une multiplication des conflits armés sur la planète, avec le risque que ces conflits-là ne cessent de se dégrader et d'entraîner une grande perte en civils sans que les Nations Unies, sans que la communauté internationale ne puisse rien faire en raison des blocages liés à la structure même des Nations Unies qui ne répond plus en réalité qui ne
répond plus aux réalités géopolitiques actuelles. Donc, pour pouvoir sortir de ce blocage-là, il faudrait donc réformer les Nations Unies. Et là, malheureusement, ça déclenche, on arrive encore à un autre problème, parce que ça fait plus de 30 ans en réalité que l'on parle de réformer les Nations Unies et réformer le cœur même des Nations Unies, qu'est le Conseil de sécurité. Mais pour cela, évidemment, on n'est jamais parvenu à un accord. Pourquoi ? Parce que pour réformer le Conseil de sécurité, il faut l'accord des 5 membres permanents de celui-ci. Merci Jean-Paul qui revenait donc ce matin avec l'actualité internationale. On repartait toujours sur la guerre au Proche-Orient. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.